Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre magazine Entretien. Sur ce plateau, Monsieur Xavier Patrick Maloutaman. Il est président national du mouvement des jeunes pour le renouveau. Bonjour, Monsieur Xavier. Bonjour. C'est quoi d'abord le mouvement des jeunes pour le renouveau? Le mouvement des jeunes pour le renouveau est une ONG, donc un mouvement de la société civile. Société civile? Tout à fait. Il y en a beaucoup? Lesquels? Il y en a beaucoup. Nous avons beaucoup de sociétés civiles, mais vous faites partie de quelle société civile? Nouvelle société civile, société civile congolaise? Non, nous sommes un mouvement de la société civile telle qu'elle se définit dans le dictionnaire, sans aucune appartenance. Si on devait s'auto-définir par rapport à tous les mouvements de la société civile, nous serions un mouvement de la société civile responsable. Société civile responsable, il y a aussi des sociétés civiles irresponsables. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Dès lors qu'on a, au niveau du Parlement, confié la responsabilité de la présidence de la CENI à la société civile, on ne voit plus personne. Tout le monde est en train de voir comment pouvoir occuper le poste. Mais mouvement des jeunes pour le renouveau, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec les jeunes? Non, nous avons au niveau de notre ONG une structure de base qui a la mission de les accueillir, d'échanger avec eux. Nous allons également vers eux. On a beaucoup d'entretiens par semaine avec notre jeunesse. On échange avec eux, essayer de s'enquérir de leurs problèmes, essayer d'identifier les problèmes et également de les solutionner. Et vous-même, vous êtes président national. Le mouvement des jeunes pour le renouveau est implanté dans combien de provinces du pays? Nous sommes présents pratiquement dans toutes les provinces, sauf les provinces. Il y a 2-3 provinces de l'Est où, avec la situation sécuritaire, il est très difficile de procéder à l'implantation de notre ONG. Mais nous avons espoir qu'avec les efforts qui sont fournis pour le retour de la paix, nous y serons présents très bientôt. Et quel genre de matière vous donnez à la jeunesse qui vient vers vous? La conscientisation du rôle important que celle-ci peut jouer dans le changement de la société, dans l'élévation vers le haut de la société congolaise. La jeunesse étant la frange de la société la plus importante en termes de nombre et en termes de capacité, en termes d'énergie, nous pensons que la jeunesse a un rôle important à jouer et il faut qu'elle s'assume. Et comment est organisé ce mouvement? Sur le plan organique, sur le plan... Oui, d'abord les structures du mouvement des jeunes pour le renouveau. Donc vous avez un comité de gestion, vous avez les cellules de base. En fait, on n'a pas voulu faire quelque chose de trop lourd, il fallait quelque chose de très simple pour pouvoir être accessible à tous et ne pas trop plonger dans les relations hiérarchiques. Nous sommes nous-mêmes jeunes, nous tenons à rester accessibles à la jeunesse. Et le mouvement est légalisé? Tout à fait, tout à fait. Nous sommes jeunes mais conscients. Conscients, exactement. Vous avez dit que vous faites partie de la société civile. Vous constituez bien sûr la branche de la société civile, mais dites-nous quels sont les problèmes auxquels vous vous attaquez en tant que structure de la société civile? À tous les problèmes qui intéressent la jeunesse. La jeunesse congolaise aujourd'hui a des problèmes d'emploi, a des problèmes de formation, a des problèmes de paix, a beaucoup de problèmes. Et nous, tous ceux qui touchent à la jeunesse congolaise, nous touchent de manière immédiate. Donc nous nous intéressons à tous ces problèmes. Et il y a des priorités? Tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Mais aujourd'hui, la jeunesse est encadrée par les adultes, s'il faut bien le dire dans ce sens. Il y a un problème aujourd'hui dans la société qui intéresse presque tout le monde, c'est ce problème de bancarisation, surtout pour les fonctionnaires de l'État. Comment, au niveau de votre mouvement de jeunes, vous analysez cette situation? Oui, c'est également l'actualité. On suit ça aussi de très près parce que l'une de nos ambitions, c'est également qu'au niveau des réformes, au niveau du ministère de la fonction publique, qu'on puisse effectivement procéder à un rajeunissement de l'effectif au niveau des fonctionnaires. C'est très important. Moi, je pense que
le pays doit pouvoir s'appuyer sur une fonction publique dynamique. Pour revenir à votre question, effectivement, on assiste impuissant à une bancarisation opérée par le gouvernement qui se passe pas très bien à mon sens. Mais nous gardons espoir parce que lorsqu'on réfléchit, cette bancarisation-là est une très bonne chose pour le pays, une très bonne chose pour les fonctionnaires. Et on ne peut pas, à ce stade, ne pas appuyer cela. Simplement, on demande au gouvernement de faire plus d'efforts pour que cela se passe mieux, dans les meilleures conditions pour les fonctionnaires. Mais il y en a qui se plaignent, c'est la lenteur dans la paye, c'est peut-être de longues files d'attente du matin jusqu'au soir, on ne sait pas aller travailler parce que ces banques-là ne prennent pas en considération les desiderata des fonctionnaires. Tout à fait, et ça c'est une faute grave. Vous savez combien d'argent l'État perd quand un fonctionnaire ne se rend pas à son poste de travail? C'est une question très grave et j'ai bon espoir que cela va être réglé dans les prochains jours. Souvent, lorsqu'on pose la question, on nous donne des réponses liées à la technique. On dit que c'est l'informatique, c'est la connexion, la connectivité et tout ça. Mais en même temps, lorsqu'on scrute l'actualité, on constate que bientôt la RDC va être connectée à Internet haut débit avec la fibre optique. Cela me laisse espérer que ça va être un début de solution pour toutes ces banques qui éprouvent des problèmes au niveau de la connexion Internet pour servir leurs clients. Mais il semble même que les fonctionnaires se plaignent que ces banques-là ne sont pas en mesure de leur accorder des crédits. Ah, là, je suis tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses. Parce que lorsque le gouvernement bancarise, d'abord, il y a d'autres problèmes. Là, il s'agit de l'accessibilité au crédit. Vous constaterez, par exemple, que les banques ont du mal à accorder des crédits sur plus de 2 ans, voire même 3 ans, j'ai jamais entendu parler de ça. Souvent, c'est 2 ans, donc 24 mois ou 12 mois. Et pourtant, le fonctionnaire, selon le statut, est fonctionnaire à vie. Sauf faute grave, il est fonctionnaire à vie. Donc ce n'est pas quelqu'un dont le travail est lié à un mandat ou bien à une élection. C'est quelqu'un qui est là, il est censé être là, c'est une carrière. Alors pourquoi est-ce que les banques commerciales n'accordent pas plus de facilité en termes de délai aux fonctionnaires? Ça, c'est une question. Je me pose vraiment cette question parce que j'ai observé un peu comment ça se passe. Nous, on a eu la chance de voir comment ça se passe ailleurs, mais sous d'autres cieux, vous avez des crédits qui sont accordés sur 82 mois, sans problème. 82 mois. Mais ici, pour le fonctionnaire, qui est fonctionnaire à vie, qui est un agent de carrière, pour lui accorder un crédit sur 24 mois, c'est tout un problème. Là, je pense que on peut dénoncer ça. Moi, je pense que c'est de la mauvaise foi de la part des banques commerciales. Et un autre point aussi qui me vient à l'esprit, c'est leur taux d'intérêt. Les banques commerciales, à mon sens, pratiquent un taux d'intérêt trop élevé. Lorsque on constate que le gouvernement a fait sa part en faisant en sorte que le taux directeur de la banque centrale soit réduit, qui est passé de plus ou moins 22% à 4%, je ne comprends pas pourquoi les banques commerciales ne suivent pas le pas. Alors que si les banques commerciales jouaient le jeu, c'est la société qui s'en sentirait mieux, c'est le fonctionnaire qui pourrait consommer plus facilement, avec un taux d'intérêt des banques commerciales réduit à la baisse, avec une facilité d'accès à au crédit, mais le fonctionnaire vivrait mieux. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le fonctionnaire, pour s'offrir, par exemple, de l'électroménager, un frigo, une télévision ou d'autres biens d'électroménager, doit économiser jusqu'à atteindre le montant que ce lot d'électroménager lui demanderait pour aller payer en cash, alors qu'il est bancarisé aujourd'hui. Il est bancarisé, pourquoi il ne pourrait pas avoir accès au crédit et s'offrir une voiture, une maison et pourquoi pas d'autres biens? Alors, au niveau de votre mouvement des jeunes pour le renouveau, quelles sont les pistes et des solutions pour parvenir à donner à ce fonctionnaire, à la jeunesse montante, bien sûr, un avenir meilleur? Non, nous pensons que le gouvernement doit prendre sa responsabilité parce que ces banques commerciales-là ne font pas la loi dans notre pays. Elles sont soumises à un régime, il y a un secteur qui doit les réguler. Et il faut que ce secteur-là financier prenne sa responsabilité. On ne peut pas laisser les banques commerciales continuer à travailler sur des taux d'intérêt trop élevés. On ne peut pas les laisser non plus ne pas tenir compte
de la spécificité du statut du fonctionnaire pour accorder le crédit. Il faut en tenir compte, le fonctionnaire est là à vie. Alors lorsque celui-ci vient pour contracter un prêt, moi je pense qu'il y a lieu de considérer son statut de fonctionnaire et de voir même dans quelle mesure lui accorder même 82, pourquoi pas. Alors vous pensez que c'est de la mauvaise foi de leur part ou bien c'est peut-être en complicité avec la Banque centrale ou le gouvernement? Bon, moi je ne me limite qu'à analyser les faits. Je ne voudrais pas parler de complicité ici. Simplement, je constate que il y a de la mauvaise foi en ce sens que la Banque centrale a réduit son taux directeur. Mais les banques commerciales ne suivent pas le pas. Pourquoi? Je me pose la question. Je pense que c'est légitime que je me pose la question parce que normalement, lorsque la Banque centrale réduit son taux directeur, la conséquence devrait être que les banques commerciales aussi, elles aussi, à leur tour, réduisent le taux d'intérêt. Mais ce n'est pas ce qui est fait sur le terrain. Je me pose tout simplement la question et mon souhait le plus ardent, c'est que les responsables prennent leurs responsabilités. Les fonctionnaires sont là, ils ont toujours été payés, bancarisation ou pas. Donc aujourd'hui, le fait que leur salaire passe par la banque, elle, trouve son intérêt. Mais pourquoi lui aussi, à son tour, le fonctionnaire ne pourrait pas bénéficier du fait qu'il soit bancarisé au travers justement d'une facilitation d'accès au crédit? Moi, je pense qu'il faut rééquilibrer les choses. Les banques commerciales doivent faire des affaires. Moi, j'en suis conscient, je ne suis pas contre, mais en même temps, les fonctionnaires qui sont bancarisés devraient pouvoir bénéficier d'une facilité d'accès au crédit. En tant que société civile, est-ce que ces fonctionnaires sont déjà venus se plaindre par rapport à cette manière de présenter les choses comme vous le faites? Tout à fait. On a eu des échanges avec certains syndicats. On a parlé avec eux. Ils nous ont exposé leurs difficultés d'avoir accès au crédit et nous trouvons que cela est injuste. Pourquoi est-ce que le fonctionnaire devrait peiner pour avoir un crédit et pourquoi lorsqu'on lui accorde ce crédit, c'est sur 12 mois ou 24 mois? Pourquoi pas plus, puisqu'il est fonctionnaire à vie? Ça, vraiment, c'est une question à laquelle j'aimerais avoir des réponses. Alors, la réponse, vous l'aurez de la part des banques ou de la part du gouvernement? Vous êtes société civile, je crois que la société civile travaille comme chien de garde, bien sûr, comme on dit, comme courroie des transmissions entre le gouvernement et la société. Tout à fait. Je pense que ce que je suis en train de faire ici, c'est un message qui passe. Maintenant, qui se sent morveux se mouche. Il appartient maintenant aux responsables, à ceux qui jouent un rôle dans cette situation, de se manifester, de nous expliquer, ou bien de faire changer les choses tout simplement. Mais votre mouvement de Jeunes pour le Renouveau n'entend pas donc saisir peut-être le Parlement pour que cette situation puisse trouver une solution rapide et durable? Nous avons une série d'actions que nous avons programmées. Nous avons une série de stratégies parce que nous pensons qu'il faut faire pression pour que la situation change. Notre souhait le plus ardent, c'est que le fonctionnaire aujourd'hui qui est bancarisé puisse bénéficier de ce processus de bancarisation. Que la différence pour lui ne soit pas simplement le fait de devoir faire 3-4 heures devant, 3-4 heures, je suis gentil, toute une journée devant une banque pour pouvoir attendre son salaire. Mais il y a également d'autres avantages dont il peut bénéficier de ce processus de bancarisation. Et ça, ils doivent le savoir. Quand vous allez au Sénégal, c'est toujours ici en Afrique, les fonctionnaires sont des messieurs parce qu'ils ont accès au crédit. Vous allez au Congo-Brazza, vous allez ailleurs, c'est spectaculaire. Vous avez quelqu'un qui vous consomme comme ça 10 000 euros. C'est 10 000 euros qu'il n'a pas réellement, qu'il n'a pas encore gagné. Mais il les consomme déjà et il sait qu'il va les rembourser avec un taux d'intérêt bien entendu. Mais ça c'est normal, la banque aussi doit faire des affaires. Mais en même temps, le citoyen, le fonctionnaire de là-bas a la capacité, a un pouvoir d'achat, a la capacité d'acheter, de se meubler, de consommer. Pourquoi est-ce qu'il n'en serait pas de même ici au Congo? C'est la question que le MJR se pose. Oui, il y a quelques années, c'est à peine 2 ou 4 ans qu'on a quand même quelques banques. Dans le temps, on parlait bien sûr de la sous-bancarisation. Même jusqu'à présent, on parle de la sous-bancarisation. Vous ne trouvez pas aussi que ces banques commerciales craignent par rapport à ce qui s'est déjà passé dans ce pays avec les gens qui ont pris des crédits et qui ne sont même pas parvenus à liquider ou à rembourser?
Moi, je pense qu'on n'accorde pas le crédit avec légèreté. Le crédit s'accorde toujours en mesurant le risque. Mais ici, justement, lorsqu'on voit le statut du fonctionnaire, le fonctionnaire ne peut pas présenter plus de risques qu'un agent qui travaillerait dans le secteur privé. Mettons que je suis agent du secteur privé, je travaille chez, pour ne pas citer de nom, Vutuka Télécom par exemple. Mais là où je suis dans le secteur privé, je ne vois pas le statut qu'un employé peut avoir dans le secteur privé, je ne vois pas quelle est la supériorité de ce statut par rapport au statut du fonctionnaire, qui est fonctionnaire à vie. Si moi je travaille dans une entreprise privée, qu'est-ce qui me garantit que dans 10 ans je serai encore dans cette entreprise? Mais le fonctionnaire qui travaille pour l'État, moi je pense qu'il a toutes les garanties que dans 10 ans il y sera encore, puisque c'est un agent de carrière. Est-ce que les syndicats avec lesquels vous avez échangé sur ce sujet présentent aussi, comprennent aussi la chose comme vous la comprenez? Oui, ils se plaignent, mais moi en fait je ne me fais que le porte-parole, le porteur de leur déshydratat. Tous ces éléments-là, nous les avons eus en échangeant avec eux. Ils se plaignent, ils ne sont pas satisfaits de la situation, ils ne sont pas satisfaits de la lenteur au niveau du processus de paye au niveau des banques, ils ne sont pas satisfaits du fait que cette bancarisation-là ne leur facilite pas l'accès au crédit. Ils se posent beaucoup de questions. Ils se posent beaucoup de questions et je pense que c'est légitime. Il faut revenir à l'ancien système de paye par bulletin, tout ça. Non, au contraire, je pense qu'il faut continuer ce processus de bancarisation, mais il faut l'améliorer. Prendre la décision de bancariser, c'est une chose, mais après, il faut un suivi, il faut un contrôle, il faut accompagner ce processus de bancarisation, tout simplement. Accompagner par quelles mesures, par exemple? Mais déjà, je vous ai dit, il n'est pas normal que les banques commerciales fassent leur loi dans ce pays. Nous avons des autorités, nous avons des institutions. Il leur appartient à eux de scruter un peu le secteur et de voir ce qui se passe réellement. Alors, on va pouvoir évoluer, M. Xavier Patrick Maloutama, président national du mouvement des jeunes pour le renouveau. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'expliquer à la jeunesse que vous encadrez comment fonctionne l'administration? Tout à fait. D'ailleurs, parmi les jeunes avec lesquels nous avons des entretiens, et là je suis content de cela, il y a des jeunes qui sont des fonctionnaires de l'État. Il y a des jeunes qui ont cette opportunité-là de devenir fonctionnaires, qui sont fonctionnaires, qui comprennent les choses, qui sont déjà dans ce système-là et nous échangeons avec eux. Pour les autres également, on organise comme ça beaucoup d'entretiens hebdomadaires avec les jeunes de différents quartiers. Alors, vous savez, ici à Kinshasa, on parle beaucoup plus de la délinquance juvénile et surtout avec les jeunes gens qu'on appelle Koulouna. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'encadrer de telles catégories dans votre structure? Encadrer, il faudrait les infrastructures que nous n'avons pas encore, mais c'est dans les projets. Mais d'aller vers eux, d'échanger avec eux pour essayer de les conscientiser, oui, ça nous le faisons. Et comment vous menez de telles actions? Non, nous descendons sur le terrain, nous connaissons les lieux où ils se réunissent, nous connaissons les heures et nous allons vers eux. Nous évitons bien entendu de les approcher lorsqu'ils sont attroupés, mais un par un, le message passe très bien et des fois même nous sommes surpris de voir qu'ils ne sont pas tous comme on le pense. Alors, par exemple, pour les jeunes universitaires, comment se fait le contact? Au sein de notre ONG, nous avons des jeunes universitaires engagés qui se sont appropriés du combat du MJR et qui répercutent le message du MJR, qui répercutent les actions du MJR dans leurs universités respectives. Nous allons bientôt procéder à l'installation des antennes de notre ONG au travers de différents établissements. Ce n'est pas encore fait, mais c'est en cours. Mais déjà, les contacts qui existent sont très bons, sont fructueux. Mais que diriez-vous à ceux qui pensent que des structures comme ça, de jeunes mouvements, par exemple le mouvement des jeunes pour le renouveau, après une année, deuxième année, troisième année, ça devient un parti politique, ou soit que vous avez un parti politique qui est derrière vous?
Non, pas du tout. Cette action, nous la faisons par conviction. Je vous l'ai dit, nous pensons que la jeunesse étant la fibre sociale la plus importante en termes de nombre, disons en termes démographiques et en termes d'énergie, il appartient à la jeunesse de prendre sa responsabilité. La jeunesse a un rôle à jouer dans l'évolution de cette société. Donc c'est par conviction. Et pensez-vous que la jeunesse aujourd'hui a un modèle? Oui, sur tous les plans. Sur tous les plans. La jeunesse a des modèles. Vous savez, avec la globalisation du monde, avec la mondialisation, les modèles, on peut les trouver partout. Partout. Je comprends le sens de votre question, mais moi je vous réponds que les modèles, on en a, les jeunes en ont beaucoup. Et vous-même, quel est votre modèle? C'est moi-même. Mon modèle, c'est moi-même. Donc il n'y a pas de modèle. Si, je suis un modèle. Voilà, monsieur Xavier Malotam, on va pouvoir terminer cet entretien. Alors, si je vous ai demandé de conclure cet entretien, que diriez-vous? La conclusion pour moi, puisque nous avons abordé la question du fonctionnaire, le MJR pense, disons, est convaincu que le renouveau de cette société ne peut passer, ou bien passera également, par une revalorisation du statut du fonctionnaire. Il faut que le fonctionnaire soit fier d'être fonctionnaire pour qu'il fasse son travail correctement. Il faut que la jeunesse soit attirée par la fonction publique. Et pour cela, il faut revaloriser le statut du fonctionnaire. Et ça passe par les questions que nous avons abordées, la bancarisation, l'accès au crédit, ainsi de suite. Sur d'autres cieux, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi pas ici au Congo? Voilà, merci beaucoup Xavier et Patrick Malotama pour cet entretien. Je crois que c'est le premier, il y en aura d'autres. Et on pourra également parler d'autres questions qui concernent la société et surtout que vous faites partie de la société civile. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup.